Voilà, petite discussion entre amis. Ouais, mais c'est pas ça qui vous impressionne. Non. Alors, je sais, pour vous avoir rencontré pour parler de ce film, que ça a été une belle rencontre entre vous et une belle collaboration. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous raconter quand vos yeux se sont plongés dans les yeux de Gilbert, cher Sylvain, pour la première fois? Bah, il y a ça quand même un petit moment, il y a ça quelques années, parce qu'avant de faire ce film, en être réalisateur, j'ai surtout été spectateur, et c'est vrai que Gilbert fait partie de ces comédiens dont je suis allé systématiquement voir tous les films. Et voilà, et quand est venu le moment de faire Vendeur, et surtout dès l'écriture, je me suis demandé mais qui pour jouer Serge, voilà, j'ai tout de suite pensé à Gilbert. Je suis allé le voir, et puis, je me rappellerai toujours, et puis il m'a dit ok, mais à une condition, j'ai laquelle, il me dit voilà, on fait pas un premier film, on fait un film. Voilà. Donc je m'en suis souvenu au moment où on a vraiment commencé le tournage. Et Gilbert, alors c'est quoi, pourquoi pas un premier film? Parce que ça rabaisse les ambitions de parler de premier film. Tant qu'à faire, si on fait un film, on va se donner les moyens pour que on évacue le stress du premier film et de se dire c'est un film fragile, on a une Sophie Carr, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Là, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour faire un film, parce que voilà, il y a toujours le stress pour Sylvain, surtout que c'est son premier film. Et donc on a collaboré pour ce... Voilà, moi j'avais un peu d'expérience, etc. J'avais fait quelques films, etc. Donc j'ai envie d'une énergie nouvelle. Est-ce que je me suis pété un peu là, c'est ça? Ah non, vous étiez d'une modestie Ah bon, d'accord. Qui amène le respect le plus total, d'émotion. J'ai pas du tout confiance en moi, c'est horrible. Et non, mais voilà, c'était juste qu'on voulait faire un film. Et que ce soit un premier film, c'est d'abord un film, quoi. Mais voilà. Donc la collaboration, elle est au-delà de l'habituelle relation entre un réalisateur et un acteur. Oui, on s'est très bien entendu sur le choix des... ça Sylvain va vous le raconter mieux que moi. Sur le choix des musiques. On s'est dit, voilà... Vous commenciez par ça? Par les musiques? Ouais. Mais je trouve que c'est un personnage... mon personnage est un personnage musical. Je le trouve... J'ai imaginé dans ma petite tête que c'était un type qui était en tournée musicale, au lieu que ce soit qu'il arrivait au Madison Square Garden ou à l'Olympia. Et il arrivait dans les cuisines et il faisait son show, quoi. Donc j'ai pensé à ça, je me suis dit, je me suis dit, il faudrait une musique anglo-saxonne, il faudrait une musique qui porte le film. C'est une espèce de road movie où on suit ce type, voilà. Ouais, c'est un Lonesome Cowboy. Voilà, puis il y avait toute la chose solitaire du type, même quand on peut penser aux acteurs qui sortent de scène, ou aux rockers qui sortent de scène, ils peuvent des fois se retrouver dans une solitude pas possible, etc. Donc j'ai pensé à ça, mais voilà, c'était plutôt cool. Donc collaboration autour de la musique, mais de bien d'autres choses, Sylvain? Oui, parce que le personnage de Serge, il est haut en couleur, enfin il était haut en couleur à l'écriture, et puis il fallait que dans l'incarnation et au cinéma, il tienne toutes ses promesses. C'est vrai qu'avec Gilbert, on a beaucoup discuté en préparation sur comment est-ce qu'il s'habille. La manière dont est habillé Serge, c'est beaucoup de discussions. Enfin, il y a pas mal d'idées qui viennent de Gilbert, les lunettes. Le look général, les manteaux, les chemises, les cols durs, après ouais. Les cols durs, les cols mous, c'est les cols de chemise. C'est vrai que tout de suite Gilbert il m'a dit mais voilà, c'est un mec qui porte pas des chemises à col mou, parce que les cols mous c'est tout con à l'écran, et d'une c'est pas beau, et puis de deux ça fait, et Serge il a de la tenue, donc comme il a de la tenue, ses chemises, les cols ils sont bien, voilà. Donc c'est des détails, mais quand vous voyez les rushs, vous comprenez que il y a une différence entre col dur et col mou. Sur la voiture, le diable est dans les détails. Hein. Et pareil pour la voiture. Là, moi, je me suis, à un moment donné, je me suis comme si la voiture est quand même un personnage. Hein, il est toujours en voiture. Il y a un road movie sans voiture. La question c'était quelle voiture. Alors c'est vrai que si j'avais voulu être réaliste, et évidemment le film ne l'est pas, le mec aurait jamais conduit une BMW 1979, qui est un peu un taco quand même, et qui consomme 30 litres au 100. Et le mec aurait roulé en Audi, en Volkswagen, mais à filmer cette voiture sur les routes de France, on serait tombé dans une image un petit peu publicitaire. Donc on a discuté de la voiture et on est tombé amoureux.
Oui, enfin, enfin, Gilbert, la musique, c'est bon la voiture. voilà. Et pour les musiques, ben oui, c'est vrai que, enfin, non seulement on en a parlé avant, mais même sur le plateau, Gilbert, qui est un grand fan de musique, me faisait souvent écouter entre les prises ce qu'il a dans son iPhone. Et voilà, je m'en suis rappelé au moment du montage image, surtout du montage son. Et voilà, donc c'est une manière de collaborer qui est très plaisante parce qu'on est tous les deux, enfin, on était tous les deux, on l'est toujours évidemment, mais on était très investis et très joyeux et très joyeux de fabriquer. Bon, j'imagine que vous avez des questions, alors il y a un micro qui va circuler, n'hésitez pas. Yes. Il y a un jeune homme au premier rang. Bonjour à vous deux. Ben justement, question de musique, moi c'est ce qui m'a un petit peu tracé dans la tête tout le film, c'est l'utilisation de la batterie pour les moments un peu de tension entre le fils et le père. Du coup, on a un peu, je pense que ça existait avant, mais ça a vraiment pris l'ampleur avec Birdman. Ça s'est revu sur Préjudice. Est-ce que vous l'avez emprunté à ça quand vous l'avez vu, ou vous aviez déjà l'idée avant de le voir? Il y a Whiplash aussi qu'on aurait pu citer. Ouais. Whiplash. Alors moi, Whiplash et Birdman, c'est des films que j'ai vus évidemment, mais j'avais pas du tout ça en tête. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'il y a les morceaux originaux qui jalonnent le film, mais c'est pas le thème du film. Enfin, c'est pas le thème musical du film. Le thème musical, c'est vraiment la petite musique de Serge et qui accompagne chacun de ses trajets, qui accompagne aussi la manière dont il est dans son boulot. C'est un showman. Et ça, c'est une idée du compositeur, voilà, que la musique du personnage soit une musique de mise en scène à chaque fois. Et c'est lui qui a trouvé la batterie. Après, le fait que c'est déjà été utilisé et avant par Birdman et Whiplash. Enfin, Whiplash, c'est un film sur la musique en même temps. Donc, et après, par Préjudice, que j'ai pas vu, bon. C'est un très bon film belge d'un réalisateur talentueux dont je viens d'oublier le nom. Ouais. Avec Préjudice. Nathalie Baye, avec Arnaud. Très bon premier film belge qu'il faut aller voir. Enfin, quand il sortira en DVD, parce que là maintenant il doit plus être en salle. Des questions? Ah, pardon? Et du coup, vous dites la musique qui jalonne justement son parcours, et on apprend au final qu'il n'a pas la radio dans sa voiture. Et pendant qu'il dit ça, on a une super musique, et du coup ça entre un point, ça crée un décalage quand il dit mais pourquoi t'as pas la musique, et nous on profite de la musique. Ça, je l'ai dit. Bah ouais, moi je. Oui, non, évidemment, mais moi. Le film n'est pas réaliste, le film est romanesque. J'avais pas. Voilà, encore une fois, j'avais pas envie que le mec, à chaque fois qu'il rentre dans sa voiture, il a eu une leçon et qu'on ait une belle musique. Enfin, c'est un peu. Enfin, ça, je l'ai vu 1000 fois, et c'est très bien, hein. Et j'avais pas envie de ça. Je trouvais ça plus intéressant de décaler, que le mec, effectivement, il écoute pas la musique, mais le moteur, mais que par contre, nous, le spectateur, quand on le voit dans sa bagnole, nous, on écoute une bonne musique. Alors, pour vous expliquer comme quoi il y a plein de paradoxes, Gilbert Melki, qui incarne quand même un vendeur cocaïnomane, alcoolique et qui couche avec des tas de call girls, apparaît-il observer un régime draconien et hyper sain pour préparer son rôle. Ouais. C'est-à-dire que je fumais tellement de clopes sur le tournage et que je me suis dit j'allais pas faire l'acteur tout d'un coup qui va vivre ce que le personnage vit. Pas Daniel Day-Lewis. Non, je crois qu'il aurait même pas fait Daniel. Daniel, il l'appelait Daniel. Daniel, il aurait pas fait Daniel. Et non, parce que je me disais, je voulais être en forme pour jouer un mec pas du tout en forme. Et donc voilà, je me suis pas dit que j'allais vivre, j'allais boire, fumer, me droguer, tout ça, etc. C'est impossible. Et puis j'avais du boulot quand même sur ce truc-là. D'autres questions? Oui, bonsoir. J'ai deux questions, une chacun. Pourquoi prendre ce thème très peu vendeur, c'est une race à part, si je peux me permettre de dire, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui vivent totalement différents, d'ailleurs on le voit bien. Donc pourquoi? Et ensuite, pour vous, le VRP... D'abord lui, et après je vais pas me rappeler. D'accord. Vous venez de répondre à la question, parce que c'est une race à part. Enfin, moi, j'emploierais pas le mot de race, évidemment, mais je dirais que c'est un métier à part que moi, je trouve extrêmement cinématographique. En tout cas, cette catégorie de vendeurs, qui sont les grands vendeurs qu'on appelle les vendeurs extra, qui sillonnent la France, qui dorment jamais au même endroit, dans les hôtels, qui dînent seuls le soir, et qui en même temps, la journée, sur les plateaux de cuisine, sont des véritables stars. Tout le monde sait quand ils sont là, tout le monde les regarde, tout le monde les observe, les écoute vendre. Enfin voilà, c'est des phénomènes. Et voilà,
faire un truc sur un vendeur qui rentre tous les soirs chez lui, je pense que ça aurait été moins spectaculaire et peut-être moins intéressant. Merci, donc à vous. Gilbert? Alors, le métier d'acteur, c'est quelque part, c'est comme le métier de vendeur, justement, c'est un battleur. Ouais. Est-ce que vous vous sentez être un battleur? En étant acteur? Oui, c'est-à-dire que, enfin, quelque part, vous, à chaque vente, à chaque scène, à chaque machin, vous risquez votre vie, quelque part. Ouais. Enfin bon, je... Ouais. Ah bon. Non, oui. Non, mais oui, il y a un rapport avec être acteur, vendeur. Oui, il y a quelque chose de bon. Si l'acteur, si le vendeur n'est pas, s'il vous convient pas, s'il vous fait la gueule, s'il n'a pas envie de vendre, si vous lui demandez quelque chose, il ne répond pas, etc. Vous allez voir un autre vendeur un peu plus sympathique, un peu plus, voilà. Et être acteur, et c'est là où je suis vraiment dans la merde, c'est être acteur, c'est vendre un film, c'est vendre un film. C'est vendre un film. Non mais voilà, c'est pas oui, l'acteur il joue avec des gens aussi, hein. Une question de ouf qu'on me pose depuis le début de la promo. Hein. Mais il joue, l'acteur est avec des personnages, avec d'autres acteurs. Bon, en même temps, il y a des familles avec leurs enfants, etc. On peut s'occuper des enfants, on peut flatter les enfants, on peut leur donner un petit nez sur la tête, on peut leur dire que vous êtes bien habillés aujourd'hui, ça va bien à l'école, etc. Vous voyez, bon, je peux y aller comme ça. Et puis après, alors ça va, pas trop difficile, voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien répondu là. C'est super, non? Pour développer sur le métier de vendeur, je crois que tous les deux, vous avez eu une certaine expérience, que Sylvain, vous avez fait plein de boulots différents avant de devenir cinéaste. J'ai lu prof de tennis, brancardier, prof de français, assistant d'édition et organisateur de séminaires d'entreprise. C'est vrai tout ça? Alors je me suis demandé si à un moment, en tant qu'organisateur de séminaires d'entreprise, vous vous étiez retrouvé à haranguer des foules, à motiver les troupes, comme on peut voir dans la première scène du film. Alors moi, à haranguer des foules, non, parce que j'étais pas payé pour, mais oui, j'ai observé à plus d'une reprise, même si je la caricature un tout petit peu avec l'éclairage et la configuration en cercle, mais oui, des scènes de motivation de groupe, on se met ensemble, on prend de l'énergie avant de monter au front, avant de monter sur le plateau de cuisine ou avant d'aller affronter le client. Oui, ça, je l'ai vu faire à plus d'une reprise, ouais. Et vous avez trouvé ça cinématographique tout de suite, ou c'est avec le recul que vous vous êtes dit, tiens... C'est que la première fois que j'ai assisté à ça, c'est tellement... dingue. Oui, après voilà, dans le sport ils font ça à la mi-temps. Non, j'ai trouvé ça. Je comprends en même temps, c'est un groupe constitué, après que ça appartient à une entreprise, une équipe de foot, pourquoi pas. Mais je me suis dit voilà, il y a, j'ai pas trouvé ça dingue, je trouvais ça extrêmement cocasse, voilà. Gilbert, vous avez été vendeur dans une autre vie? Ouais. Ouais, j'étais vendeur dans une autre vie. Ouais, j'étais vendeur, enfin dans ma vie, hein, dans une autre vie la même. Mais et non, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi votre question, Sophie? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes nourri de cette expérience? Ah, mais je me suis nourri. Ce personnage. Mais je me suis nourri de de ma vie. Non, je me suis nourri de ma vie. Non, mais c'est vrai. Peut-être plus de votre vie de père d'ailleurs. Non, mais je me suis nourri de tout, de mon expérience de vendeur, de père, de fils, etc. Parce que c'est sur 3 générations, et donc tout ça m'a... Mais même j'avais vraiment du mal à dire papa. Par exemple, tu te rappelles? J'avais du mal à dire papa. Je sais pas, c'est compliqué des fois quand... qui va plomber tout le monde. Au contraire, les filles vont pleurer, les hommes vont être émus, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que même dire papa, c'était très compliqué. Mais oui, je me suis nourri de tout ça. Je pense que ce personnage, et puis quand on est acteur, pour moi, il est complètement illusoire de croire que on ne va pas jouer avec ce qu'on est. Donc on joue forcément avec ce qu'on est. Un acteur qui joue pas avec son passé, avec ce qu'il a vécu, avec ses expériences au cinéma, avec ses expériences avec d'autres acteurs, avec ses expériences de vie, etc. C'est pas possible. On met forcément quelque chose de soi dans un personnage. Et sur celui-là, j'ai mis pas mal de choses. Même les sous-vêtements. Ouais, mais vous regardez pas comme ça en disant ça. Mais non, mais... Il y a des gens. Non, mais j'ai pas regardé. Non, Sophie. Pour d'autres questions, histoire d'achever ce petit moment de complicité. Monsieur? Les sous-vêtements éminence. C'est très glam. Soit, justement, pour rester sur le thème de la paternité, il est
n'était pas là, mais comment vous avez travaillé avec Pio Marmaille, cette relation père-fils? Alors, moi je connaissais pas Pio, je l'avais rencontré une fois dans un festival, je ne le connaissais pas du tout. Et on a travaillé vraiment en biodynamie, quoi. On a travaillé en communiquant avec nos personnages. C'est-à-dire, comme on ne se connaissait pas du tout, les personnages étaient tellement bien écrits, tellement bien tracés entre le père et le fils, qu'on communiquait à travers nos personnages et à travers ce que le personnage ressentait à ce moment-là, etc. Donc, quand on ne connaît pas un acteur vraiment, ou il y a des acteurs où on ne communique pas, des fois il y a des acteurs qui arrivent, qui sont dans leur marque, tchac, tchic, tchac, ils lisent leur texte, ils sont bons. Hein. Mais là, on communiquait à travers nos personnages. On a commencé par la scène, je crois que la première scène c'était la scène du restaurant, non? La scène du restaurant, quand je lui dis, tu as vu les filles derrière, tout ça. Et donc on communiquait avec notre personnage. Parce que je ne le connaissais pas. Donc c'est ça qui nous aide, quoi. En étant acteur, c'est les personnages. Sylvain, vous les avez dirigés comment? Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Gilbert, c'est vrai qu'on n'a pas fait de lecture ensemble, voilà, à la maison. Après, il n'y a pas eu de répète, et que c'est vrai que et Gilbert et Pio voilà, avaient à cœur de se découvrir vraiment sur le plateau. Ils n'avaient pas envie non seulement ils n'avaient pas envie, mais ils n'avaient pas besoin. Voilà. Donc ça ne servait à rien de forcer ça. Oui, mais des fois, il y a des choses naturelles qui se passent et il n'y a pas besoin de se poser énormément de questions. Avec Pio, ça s'est vraiment ultra bien passé. C'était super naturel. Non, mais très... Oui, sans psychologie. Sans psychologie, et puis en même temps, bon, voilà, il a 30 ans, j'ai l'âge que j'ai, etc. Bon, il y a un truc comme ça de père. Un peu évident.